Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Ce soir, dans Code 24, direction l'Afghanistan, où les enlèvements se multiplient. Et c'est un fléau qui frappe une population déjà accablée par la guerre et les attentats. En 2016, la police a comptabilisé presque un enlèvement chaque jour et le chiffre réel serait bien supérieur car beaucoup ne sont pas signalés à la police. Les expatriés qui vivent encore en Afghanistan, diplomates et humanitaires essentiellement, limitent au maximum leurs déplacements et restent cantonnés dans leurs résidences sécurisées avec garde armée et chambres fortes ou se réfugier en cas d'intrusion. Mais le phénomène touche avant tout les Afghans et reste très peu évoqué par la presse, alors même que les groupes criminels exercent une violence parfois extrême sur leurs victimes. Outre les conséquences sociales, ces kidnappings ont aussi un impact désastreux sur l'économie du pays. Je vous propose ce reportage signé Camille Pomelec, Sonia Ghezali et Vincent Roux. C'est devenu le véhicule de prédilection des hommes d'affaires kaboulis. Un 4x4 blindé pour se protéger des attaques et des kidnappings. Celui-ci pèse 4 tonnes. Il a spécialement été importé du Japon. Son propriétaire, le PDG d'un des plus grands groupes industriels du pays, a déboursé 150 000 $. Même en cas de suicide, cette voiture peut me protéger dans, disons, 80 à 90% des cas. En plus du blindage et des vigiles armés de Kalachnikov, Zaki Ahmad a fait installer un gadget anti-enlèvement. Un haut-parleur pour éloigner les agresseurs et communiquer en toute sécurité. Où est le bouton pour parler à l'extérieur? Parfois, les ravisseurs se déguisent avec des uniformes de policiers. Et il est très compliqué de savoir si ce sont des vrais. Donc j'utilise ce bouton pour parler avec eux et leur demander ce qu'ils veulent. L'homme d'affaires arrive sur l'un des 4 sites de son groupe. Une usine de fabrication de sorbets glacés. Il a embauché une armée de vigiles. Tout va bien? Oui, tout va bien. Où sont les autres gardes? Tout le monde est en place. Tout le monde est en place? Bien. Plus d'une dizaine d'anciens militaires, répartis dans l'usine mais aussi autour du site. 36 caméras surveillent l'usine, 24 heures sur 24. Zoom sur celle-là, s'il te plaît. Ce dispositif coûteux a été mis en place après une série d'intimidations. Ça a commencé par des textos menaçant de s'en prendre à sa famille. Mon fils aîné rentrait de l'école. Après que le bus scolaire l'a déposé devant la maison, il a aperçu une voiture avec des hommes en armes. Il s'est rué à l'intérieur de la maison, juste à temps. Quelques semaines plus tard, Zaki Ahmad a envoyé sa famille dans les Émirats arabes unis, à plusieurs milliers de kilomètres de l'Afghanistan. Omniprésents à la télévision, les kidnappings sont en expansion en Afghanistan. La police en a comptabilisé 300 l'an dernier, presque un par jour. Le chiffre réel serait bien supérieur. Au marché d'échange de Kaboul, sécurité maximale. Policiers, militaires, services secrets et vigiles surveillent les transactions de billets après qu'une trentaine de commerçants ont été enlevés ces dernières années. Beaucoup de membres du marché sont partis en Turquie et ont acheté des maisons là-bas pour leur famille. L'argent part d'Afghanistan. La majorité des kidnappings sont le fait de groupes mafieux qui profitent de l'insécurité croissante. Les autres sont dus aux insurgés.
Un phénomène criminel qui bouleverse l'économie, mais aussi la société afghane. Pour rencontrer les victimes de kidnapping à visage découvert, il faut quitter le pays. La ville d'Ahmedabad en Inde. C'est ici que Gourala, un jeune Afghan de 22 ans, a trouvé refuge pour poursuivre ses études. Un exil forcé suite à son enlèvement par des hommes armés sur le chemin de l'école. 2 hommes sont sortis d'une voiture et m'ont demandé « C'est toi Gourala ?» Je leur ai répondu « Oui ». L'un d'entre eux m'a alors frappé avec un pistolet et je me suis évanoui. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un grand conteneur. Mes mains et mes pieds étaient attachés par des chaînes et 5 personnes masquées me regardaient. Pendant 6 jours, le jeune homme subit des agressions physiques. Ils me frappaient avec des chaînes. Ils utilisaient aussi une batte de cricket. Et ils tiraient mes oreilles avec des pinces. Depuis 3 ans, Gourala partage cette petite chambre avec 2 amis et des souvenirs douloureux. Un éloignement décidé par son père, un ancien élu local en Afghanistan. Ce père, nous l'avons rencontré dans ce quartier populaire de Kaboul. Shafi a souhaité garder son anonymat pour des raisons de sécurité. La famille est loin de rouler sur l'or, mais à l'époque, son statut d'élu attise les convoitises. Shafi a enregistré les échanges téléphoniques avec les ravisseurs de son fils. Allez. شاهین وضو جان څنګه چل بچي Le gang réclame 500 000 $, une fortune. Le salaire moyen est de 200 $ en Afghanistan. خب یادت که شما کدام کار میکنین دیگه اون ما کار زور دیگه طاقت نداره دیگه. Au bout de 6 jours, les services secrets afghans parviennent à localiser les ravisseurs en pistant leur téléphone. Ils filment la libération. Voici mon fils. Vous regardez souvent ces images? Oui, mais elles sont difficiles à regarder. Le chef du gang appartient à la propre famille de Shafi. Un neveu jaloux allié à des policiers véreux. En Afghanistan, personne n'est à l'abri des enlèvements. Ils font partie du quotidien. Ce genre de séquence choc inonde depuis des années la télévision afghane. Prenez votre arme, vite! Des affaires de kidnapping. Alerte à tous, enlèvement en cours dans le quartier de Kartenav. Reconstituées par des comédiens avec l'aide de la police. Il existe plusieurs émissions de faits divers en Afghanistan. Celle-ci est diffusée depuis 2012 sur la seconde chaîne privée du pays. Les reporters suivent le quotidien de plusieurs commissariats. Le producteur a vu les kidnappings devenir de plus en plus violents. Ok, mais en lecture. Et vous osez vous dire musulman, alors que vous avez enlevé mon petit-fils. Vous n'avez pas honte? Selon lui, le phénomène a explosé après le retrait des forces de l'OTAN en 2014. À cause du départ progressif de la communauté internationale, beaucoup d'Afghans perdent leur emploi. L'aspect économique est un facteur important. Les kidnappings constituent aussi une source de revenus pour les groupes insurgés. C'est le meilleur moyen de financer leur combat. Face aux groupes criminels,
une force d'élite a été créée au ministère de l'Intérieur, le département d'investigation criminelle dirigé par le général Zahir, célèbre dans tout le pays. Ce sont les dernières statistiques des kidnappings? Oui. Très bien. Devant les caméras, le général multiplie les opérations de libération de victimes. Merci mon général, merci beaucoup. En 2014, il a démantelé 2 gangs à Kaboul et fait pendre leur leader. On a arrêté tellement de groupes criminels que maintenant la situation est sous contrôle. Tout est revenu à la normale dans les grandes villes. Il n'y a plus autant d'enlèvements que par le passé. Une affirmation qui va à l'encontre de la perception des hommes d'affaires du pays. Zaki Ahmad, le chef d'entreprise, préside également le syndicat des industriels afghans. Ces derniers mois, l'insécurité n'a cessé de progresser. Comme vous le savez, le fils d'un de nos collègues a été tué lors d'un enlèvement. Autour de la table, cet homme d'affaires a été enlevé sur une autoroute par un commando puissamment armé. Ils n'avaient pas de petits calibres, mais des kalachnikovs, des mitrailleuses et des lance-roquettes. Au bout de 15 jours, mon frère est venu de Kaboul. Il leur a remis $100 000 au milieu du désert. Et j'ai pu être libéré. Sur les 12 membres du gang, 2 seulement ont été emprisonnés. Les autres auraient acheté leur liberté grâce à des pots de vin. La corruption, l'insécurité, 2 mots qui pèsent sur l'économie afghane. Les investissements auraient baissé de moitié en un an. Il y a ceux qui restent malgré tout, et il y a ceux qui sont partis. À la fin de cette histoire, nous retrouvons Gurala, le jeune homme exilé en Inde après un enlèvement. Il appelle régulièrement son père resté à Kaboul. As-tu besoin de quelque chose, mon fils? Non, père, je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il faut, ne t'inquiète pas. 5 ans après le kidnapping, il ne peut toujours pas rentrer chez lui. C'est ma dernière année d'études, mais la famille des ravisseurs m'a prévenu. Si je reviens là-bas, ils se vengeront de moi. Je ne sais pas quoi faire. Dois-je rentrer en Afghanistan et prendre les armes? Ou dois-je continuer mes études et abandonner ma famille? Tiraillé, Gurala est à l'image de la société afghane, déchiré par une violence dont les kidnappings sont un symptôme. Le pays s'enfonce dans le conflit. 11 500 victimes civiles en 2016, un record. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24, au Bénin cette fois. Les morgues ne répondent pas aux normes en matière d'hygiène funéraire. Cette situation fait peser un grave risque de santé publique car beaucoup de morts sont abandonnés dans les morgues. L'une des principales raisons est liée à la pauvreté. En effet, lorsqu'un malade décède dans un hôpital public, eh bien la famille doit régler les frais d'hospitalisation puis les frais de conservation du corps. Eh bien, du coup, les morts sont empilés dans les morgues publiques et conservés dans des conditions déplorables. Un peu plus d'1 millier de cadavres seraient ainsi stockés dans tout le pays. Reportage d'Emmanuel Sodji et Cédric Codot. Personne ne pourrait imaginer que cet abri camoufle des cadavres. Mais l'odeur nauséabonde qui s'y dégage ne laisse planer aucun doute.
Les morgues avec les hommes, ça fait peur, non? Ça doit faire peur. Nous sommes mitoyens, bon, on ne peut rien. C'est illégal, mais je ne sais pas quel pacte ils ont signé avec le ministère pour intervenir. Nous, on ne peut rien, c'est les autorités qui pouvaient intervenir. Nous parcourons la commune de Zakpota, connue pour être le fief des morgues traditionnelles dans le sud du Bénin. Après avoir suivi cette voiture au loin, nous découvrons une autre structure illégale. Malgré leur interdiction depuis 2014, il en resterait une dizaine, à l'abri des regards. Cette famille vient chercher une parente de 45 ans, décédée il y a 2 mois. Je préfère cette morgue, car ici ils entretiennent bien les corps. C'est la 3e fois que nous leur confions un proche. Les services de la morgue sont bons. Avant d'être autorisés à filmer, les employés remettent de l'ordre dans la précipitation. Ils sont en train d'arranger les corps qui sont en vrac ou dehors en cours de séchage. Nous sommes accompagnés de Médard Koudébi, un franco-béninois. Depuis 5 ans, le spécialiste en hygiène funéraire alerte les autorités sur l'état désastreux de l'ensemble des morgues béninoises. Ici, c'est le lieu de toilette et de séchage. Tous ces cadavres sont séchés au soleil et aspergés de poudre. Les employés leur font également ingurgiter du pétrole ou du sodabi, un puissant alcool local. Vu l'état et les conditions dans lesquelles vous travaillez, vous êtes sûr de ne pas contracter de la maladie? Le risque sanitaire est énorme. Énorme parce que chacun de ces corps sont décédés d'une maladie contagieuse ou une maladie qui peut tuer quelqu'un d'autre. Alors, ce qui fait qu'à partir de cet instant, il y a des précautions à prendre pour protéger l'environnement et eux-mêmes pour protéger leur santé. En 2014, en pleine épidémie d'Ebola, ce trublion avait pourtant réussi à faire fermer près de 83 morgues traditionnelles pour éviter tout risque de contagion. Mais aujourd'hui, dans les zones pauvres, elles ont refleuri de plus belle. Selon un dernier décompte officiel, il existe plus de 70 structures de ce type. En ville, les morgues officielles ne sont guère plus reluisantes. Nous avons introduit une caméra discrète dans ce bâtiment, la morgue de l'hôpital public de Cotonou. Prévu initialement pour une 50aine de corps, ce sont aujourd'hui plusieurs centaines qui s'entassent dans des chambres froides de poissonnerie. Les tiroirs frigorifiques sont en panne. Nous n'avons plus de place dans les casiers frigorifiques. Nous sommes obligés d'aller déposer les corps qu'on est maintenant dans les chambres froides. On ne fait que mélanger les corps. On fait même de tas, plus d'1 mètre même. Et normalement, dans les autres pays, ça ne se passe pas de cette manière. Donc nous travaillons dans des situations inexplicables. Pour désengorger la morgue, la mairie de Cotonou a creusé une 4e fosse commune assommée, à une quinzaine de kilomètres de l'hôpital public du centre-ville. Tous les morts abandonnés y sont enterrés. L'odeur de putréfaction est insupportable. Il y a de cela 2 semaines, si vous arrivez ici, depuis ici, en haut ici, on peut identifier des corps humains dans la fosse. Est-ce que vous ne voyez pas des mouches? Vous voyez l'humidité? C'est les corps qui sont déposés, qui sont en train de se décomposer. Et c'est ça qui attire l'humidité là, vous voyez? Donc ceux qui sont venus nous faire, ils sont venus nous tuer. Dans le voisinage, il n'y a pas d'eau courante dans les robinets. Les résidents craignent la contamination des puits. Voilà la qualité d'eau là. Vous voyez comment c'est souillé. Les fosses communes ne sont pas en profondeur. Ils ont enterré les corps à mi-hauteur. Nous craignons l'empoisonnement de cette eau de jour en jour. Il n'existe pas de système de collecte des corps abandonnés dans les morgues privées. Si les familles ne viennent pas les chercher, par manque de moyens financiers, les cadavres restent à la charge des pompes funèbres. Le plus ancien corps là date de 6 ans. Mais ce croque-mort privé reconnaît que l'activité est prospère. Actuellement, il entreprend les travaux d'agrandissement pour lancer son industrie de la mort. Avant, il vendait des produits congelés. On ne faisait plus de recettes, plus rien n'allait. Et moi j'ai décidé, je dis, mais si je sais conserver déjà la volaille et puis le poisson, pourquoi ne pas aller vers les humains? Jusqu'à présent, aucune loi ne réglemente le secteur. 95% des morgues privées ont recours, comme ici, à des chambres froides de poissonnerie. Avant de nous engager, on est passé par les services publics compétents à la matière.
On a fait une étude d'impact environnemental. On est passé par le ministère de la Santé pour le certificat de mise en service. Ils sont venus. Le gouvernement travaille sur un projet de loi pour assainir le secteur de la mort. Mais ce texte fait l'objet d'intenses pressions pour qu'il reste au fond des tiroirs. 2/3 des morgues privées appartient à des hommes politiques et à leurs proches. Toute la filière est dévastée. Dans l'aile arrière de ce cimetière, la moitié des crânes a disparu. Il y a bien longtemps que les morts ne reposent plus en paix. Un nouveau-né sur 100 à 150 en France serait atteint de l'une des différentes formes d'autisme. En France, ce handicap toucherait entre 450 000 et 650 000 personnes, soit 1% de la population. À l'heure où les concertations pour le 4e plan autisme lancé par Emmanuel Macron au début de l'été sont en cours, les autistes et leurs familles attendent des mesures concrètes et plus de moyens. Car la France a un retard considérable dans la prise en charge des personnes autistes, qu'il s'agisse de la scolarisation, des méthodes d'accompagnement et de l'intégration. Reportage de Sophie Guignon, Fanny Allard, Jonathan Walsh, Julien Cheïda et Aude Gorichon. Il est bientôt 9 h. Salas est autiste. Une ambulance vient le déposer à la porte de son école. Dès son arrivée, le garçon de 9 ans est pris en charge par une psychologue. La séance commence par des jeux, puis vient l'heure des exercices. Savoir distinguer des couleurs, articuler et des ateliers d'initiation à l'écriture. Maintenant, on commence avec les points et après on va faire des traits et après on va passer aux lettres. Et c'est ça que tu as gagné, super ça, le tout ponctué d'encouragement et de récompenses pour motiver le jeune garçon. Ayona Tetkou suit Salas depuis 4 mois. Et lorsqu'il arrive que l'enfant s'emporte, en quelques secondes, elle arrive à le calmer. Sa référence, l'ABA en anglais, ou analyse appliquée du comportement. Quand il y a des comportements inappropriés, on les modifie en utilisant l'ABA. Et c'est ce qu'on fait. Donc on travaille toujours sur les comportements. Son ambition est claire, permettre à Salas d'être autonome et de s'intégrer dans la société. Des bisous. Une scène banale, et pourtant il y a quelques années, Salas évitait les regards et s'isolait. En France, seul un enfant autiste sur 5 est scolarisé, contre la quasi-totalité en Italie. Face à ce constat, l'association Vaincre l'autisme a créé son propre établissement il y a 13 ans. Pour Mohamed Sajidi, président et fondateur de l'association, lui-même père d'un enfant autiste, les pouvoirs publics ne sont pas à la hauteur. On a découvert toutes les discriminations qui restent pour moi aujourd'hui étatiques, institutionnelles et légiférées, c'est-à-dire les enfants autistes ou les personnes autistes n'ont pas d'état de droit en France. En cause pour l'association, des dispositifs d'accueil trop peu nombreux et non adaptés aux personnes autistes. Le soir venu, nous retrouvons Salas et sa famille, en plein moment de détente, avec son grand frère, Riles, 12 ans, et sa petite sœur, Maïssa, 7 ans. Pour les parents, il faut faire de la pédagogie au quotidien pour justifier l'attention portée à Salas. On essaye d'expliquer en disant, voilà, lui c'est pas de sa faute, il a plus besoin. Mon grand, à un moment, il m'a posé une question, tu l'as mieux que moi. Salas a été diagnostiqué relativement tôt, à 18 mois. Quand on fait un diagnostic précoce, ça veut dire qu'on a des solutions derrière. Mais non, il n'y a rien. Déçue par l'accompagnement institutionnel en centre médico-psychologique, la famille décide de se tourner vers d'autres méthodes. Par le bouche à oreille, elle découvre l'analyse appliquée du comportement. Mais pour y avoir accès, il faut habiter Paris. Les parents de Salas décident alors de déménager de Seine-Saint-Denis. Un parcours du combattant, durant lequel ce couple estime avoir souffert d'une utilisation inappropriée de la psychanalyse. Est-ce que les parents, tout va bien? Est-ce qu'on n'était pas des enfants battus? Est-ce qu'on n'était pas dans des familles à problème?
Après, on se sentait à quelque part, ils ne nous accusent pas, oui, mais on doutait de nous. Est-ce qu'on était des parents? Au moins, ils sont arrivés à nous faire douter quand même. On a douté de... À se culpabiliser. Peut-être qu'on a fait quelque chose sans le savoir. La culpabilité, le sujet reste très douloureux pour la famille. Mais aujourd'hui, cela fait 2 ans que Salah s'est scolarisé grâce à l'association Vaincre l'autisme. Pour ses parents, il a fait de gros progrès. Je t'aime. Dominique Deyon est pédopsychiatre. Elle dirige l'unité de soins précoces de cet hôpital de jour, fondé à la fin des années 50 par des psychiatres psychanalystes. Pour elle, la psychanalyse peut permettre de différencier l'autisme d'autres troubles, mais elle ne remplace pas le travail d'une équipe pluridisciplinaire. Qu'on s'intéresse à l'histoire personnelle des parents, avec un enfant qui a des signes ou des risques d'évolution autistique comme à tout à fait un autre, oui. Une des raisons peut-être supplémentaires avec les tout-petits, c'est qu'on peut avoir des signes qui évoquent l'autisme, mais qu'au fond, derrière, on aura plutôt une dépression du nouveau-né. Dans son dernier rapport sur l'autisme, la Haute Autorité de Santé estime que la psychanalyse est une pratique non consensuelle. Elle incite également les chercheurs à développer les études cliniques sur l'efficacité des méthodes comportementales. À l'hôpital Albert Chenevier de Créteil, des scientifiques collaborent avec des psychiatres sur des technologies de pointe. Pour cette chercheuse, les méthodes comportementales ne sont pas efficaces à 100%, mais elles permettent à une personne autiste sur 2 de faire des progrès. Les approches cognitivo-comportementales sont des approches qui sont basées sur des données scientifiques, sur ce que connaît du cerveau, du fonctionnement cognitif. Ce qui n'est pas le cas des approches psychanalytiques, car on a encore des concepts qui datent du 19e siècle. La France a été condamnée 2 fois par le Conseil de l'Europe pour discrimination envers les enfants autistes et défaut de scolarisation. 300 000 à 450 000 autistes adultes n'ont pas accès au marché du travail dans l'Hexagone. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24, le 31 août 2016, le processus de destitution de l'ancienne présidente brésilienne Dilma Rousseff se clôturait par un vote au Sénat avec une majorité en faveur de la fin de son mandat présidentiel. 1 an après, Michel Temer, président par intérim, non élu, très controversé et embourbé dans des affaires de corruption, eh bien, il a du mal à redorer l'image de son pays. Sa survie dépend du Congrès qui peut décider à tout moment de le renvoyer devant la justice et ainsi risquer une nouvelle destitution. 1 an après, les fantômes de Dilma Rousseff sont toujours présents à Brasilia. Lula, ancien président populaire, est déjà en campagne pour lui, mais surtout contre Temer. Une fragilisation de la vie politique brésilienne qui pourrait s'avérer dangereuse. Reportage Fanny Leter et Quentin Delaroche. Brasilia, devant le siège du pouvoir. Alors que les députés parlementent une nouvelle fois sur la destitution du président Michel Temer, le parvis du Congrès est désert. Pourtant, il y a un peu plus d'1 an, lorsque le même processus a été enclenché contre l'ancienne présidente, des milliers de Brésiliens étaient en faveur de la destitution de Dilma Rousseff pour maquillage des comptes publics. La droite soutient alors son vice-président Michel Temer. La gauche, elle, dénonce un coup d'État. Dans la rue, les dehors Temer prennent la relève. À peine quelques mois plus tard, l'affaire Lava Jato, le plus grand scandale de corruption brésilien, éclabousse de nouveaux politiciens. Le président de la Chambre des députés est emprisonné. Michel Temer accusé de corruption passive, preuve à l'appui. Le pays sombre dans une de ses plus graves crises depuis la dictature, au point qu'un général de l'armée en prône le retour. Et pourquoi nous ne remettrions-nous pas de l'ordre là-dedans? Face à cette menace, sur la place des 3 pouvoirs, ces Brésiliens semblent désabusés.
O executivo fizeram aquelas pilastras assim, o legislativo ali e o judiciário lá. Ils sont tous corrompus, mais personne n'est jamais puni. Alors, à la longue, les gens se sont lassés et préfèrent ne plus s'impliquer. Je me sens comme impuissante parce que tant que Michel Temer sera soutenu par une majorité au Parlement, personne ne va le virer du pouvoir. C'est pourtant ce qu'un petit groupe de députés essaie de faire tant bien que mal. C'est la deuxième fois qu'une demande de destitution à l'encontre de Michel Temer est présentée ici, à la Chambre des députés. C'est Mariana Carvalho, deuxième secrétaire de la Chambre, qui lira l'acte de dénonciation durant les prochaines 6 heures. Mariana Carvalho a pourtant soutenu Michel Temer dans la destitution de Dilma Rousseff et appuyé certaines de ses politiques. Avec ses collègues, on les surnomme les têtes noires, la jeune relève de la droite déçue, en minorité au Parlement. Malheureusement, pour ouvrir une enquête contre le président, il faut qu'on ait l'autorisation du Congrès. Et je trouve ça injuste. Parce que beaucoup de députés sont aussi corrompus ? Exactement, car des soupçons de corruption pèsent aussi sur nombre d'entre eux. Face au scandale à répétition de l'affaire Lavajato qui vise Michel Temer et ses alliés, les têtes noires font confiance à la justice pour redorer le blason de la politique. Nous pensons que personne n'est au-dessus des lois, quel que soit son poste. Un politique doit pouvoir être mis en examen. Rien ne fragilise autant notre système que de laisser traîner les choses, de ne pas poursuivre en justice ce qu'ils méritent. On a trop pris l'habitude de fermer les yeux et de croire que rien ne peut changer dans notre pays. Alors oui, nous vivons un moment de crise, mais le pire serait de faire semblant qu'il ne se passe rien, de faire comme si tout allait bien. Un Brésil pourtant déjà fragilisé selon les spécialistes. Pour Michel Freitas, une nouvelle destitution, aussi légitime soit-elle, paraît difficile quand la précédente a autant meurtri le pays. Ce n'est pas en destituant un mauvais gouvernement qu'on arrive à vraiment changer les choses, mais en votant par la voie des urnes lors des prochaines élections. Car désormais le spectre de la destitution assombrit toute la politique brésilienne. C'est un instrument qui a été mal utilisé. Nombreux sont ceux qui ont appuyé la destitution de Dilma Rousseff et qui se rendent compte, trop tard, que le processus a été utilisé pour de mauvaises raisons, de manière malhonnête, et n'a pas apporté les résultats escomptés, bien au contraire. Et il met en garde. Si les gens ne font plus confiance aux dirigeants politiques et aux partis, et qu'ils s'en remettent entièrement aux juges, aux procureurs, alors on va vivre une érosion du système politique qui peut devenir très dangereux. Récupérer la confiance des électeurs brésiliens, un défi de taille pour le Parti des travailleurs désormais dans l'opposition. Ce jour-là, nous sommes invités à une réunion de cadres. Lula, ancien président charismatique, est à nouveau candidat aux prochaines élections. Le Parti des travailleurs doit convaincre les gens qu'il n'existe aucune autre issue pour le Brésil en dehors de l'engagement politique. Faire oublier l'impopularité de Dilma Rousseff et les nombreuses casseroles du parti, à commencer par Lula, tout juste condamné par la justice pour corruption. Une question, s'il vous plaît ? De quoi entacher leur crédibilité. Qu'on fasse des reproches au Parti des travailleurs, qu'on lui demande de s'expliquer sur le financement de ses campagnes électorales, c'est une chose. Mais de là à faire croire à la population que notre parti est impliqué dans le plus grand scandale de corruption que le Brésil ait connu à ce jour, que nous sommes une mafia, c'est faux. Les gens se rendent bien compte que c'est faux. Ils voient bien que les mafieux, ce sont ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Et que l'ancien président Lula est persécuté par la justice. Lula est crédité de 30% d'intention de vote aux élections présidentielles d'octobre 2018. Mais talonné par l'extrême droite pour la première fois depuis la dictature. Le député Jair Bolsonaro et son slogan « Tous corrompus » font de plus en plus d'émules. Preuve que cette année de soubresauts politiques et de scandales en tout genre ont renforcé les extrêmes et sans doute changé à jamais le paysage politique brésilien. Si le débat sur le glyphosate fait rage au sein de l'Europe, le cas des PCB prend de l'ampleur aux États-Unis. Car avant de se reconvertir dans l'agrochimie et les OGM, la firme américaine Monsanto fabriquait des produits chimiques industriels, dont le PCB, qui a fait des ravages sur l'environnement aux États-Unis. Le projet Poison Papers a rendu public des milliers d'archives et de mémos internes de Monsanto, qui prouve que le géant de l'agrochimie a continué à commercialiser les PCB malgré les risques connus sur la santé et l'environnement.
Eh bien, résultat, Washington est devenu le premier État américain à porter plainte contre Monsanto. Reportage à Seattle de nos correspondants Valérie Defer et Baptiste Fenwick. Tacoma, son port industriel et ses usines à perte de vue. Sherry connaît cette baie par cœur. Historiquement, l'eau de ce secteur est la plus contaminée de tout l'État de Washington. Cette biochimiste engagée patrouille depuis 25 ans les côtes à la recherche de la moindre trace de pollution. Les polluants s'écoulent encore dans la baie, surtout quand il y a des orages. Le ruissellement de la pluie sur les sites industriels emporte les polluants vers la mer. Car la baie est rongée par les PCB, des produits chimiques ultra puissants interdits aux États-Unis depuis 1979. Les premiers touchés sont les animaux marins. Est-ce que tu vois des otaries? Ici, la pollution liée au PCB a détruit tout l'écosystème. Les PCB s'accumulent dans les tissus des organismes vivants, donc on en retrouve la trace chez les otaries, les phoques, tous ces animaux qui stockent beaucoup de graisse. Et cela fait bientôt 40 ans que les PCB sont interdits, mais ils sont toujours bien présents et les animaux continuent de les absorber, ce qui contamine l'ensemble de la chaîne alimentaire. À l'origine de ces PCB, une seule compagnie qui en avait le monopole, Monsanto. Car avant de produire des pesticides, le géant de l'agrochimie fabriquait des produits chimiques industriels. Face à l'ampleur des dégâts, le procureur général de l'État de Washington a décidé de porter plainte contre Monsanto. Monsanto produisait des PCB alors qu'il connaissait, il y a des décennies déjà, le mal que ces PCB causent à l'environnement, aux animaux et aux humains. En dépit de ça et par recherche du profit, ils ont gardé cette information sous silence et ont continué à en produire. C'est pour cela que nous portons plainte. Pour le prouver, le procureur a mis la main sur des documents accablants rendus publics par les Poison Papers, des messages internes à Monsanto. Dans un courrier interne de 1969, ils écrivent « La demande du marché et des consommateurs est trop importante. Et pour nous, même si c'est égoïste, les profits à venir sont trop élevés pour que nous arrêtions la production des PCB. » Donc voilà, ils savaient. Qu'attendez-vous de ce procès? On veut qu'ils payent pour les dommages causés à notre État. Et c'est une addition qui va chercher dans les plusieurs millions de dollars, comme vous pouvez l'imaginer. Nous avons contacté Monsanto, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Les PCB sont devenus un casse-tête et surtout un gouffre financier pour les autorités. La plus grande difficulté est d'identifier les sources de contamination. Régulièrement, Beth Schmoyer et ses collègues ingénieurs vont sur le terrain à la chasse aux PCB. Bol en acier inoxydable, cuillère, tout ce qu'il faut pour ramasser et conserver nos échantillons. Longtemps salué pour son développement industriel dans les années 40, Seattle paie aujourd'hui le prix de cette croissance. À l'époque, l'un des principaux utilisateurs de produits à base de PCB est le constructeur d'avions Boeing. Tout ce que vous voyez là, c'est Boeing. Tout a vraiment pris de l'ampleur pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quand Boeing s'est vraiment développé, avec tous ces avions à construire pour soutenir l'effort de guerre. Mais on trouve aussi des PCB dans les transformateurs électriques, le mastic pour fenêtres et surtout dans la peinture. Près de 600 sites sont contaminés dans la région de Seattle, comme cette ancienne brasserie convertie en loft. Vous voyez la peinture qui s'effrite? Dans le passé, les peintres ajoutaient des PCB dans la peinture pour la rendre plus élastique. Le PCB ayant cette propriété, ça permettait à la peinture de mieux résister à l'érosion. Pour trouver les PCB, Beth plonge dans les entrailles de la ville, récupérer un échantillon des égouts. Le problème avec les PCB, c'est qu'ils sont très résistants. Leurs molécules ne cassent pas facilement. Une fois qu'ils sont dans l'environnement, ils y restent. Ce n'est pas comme s'ils allaient se biodégrader. Donc pour s'en débarrasser, il faut les enlever manuellement. Nettoyer les sites et enfuir les matériaux contaminés dans un lieu sécurisé, le coût de cette vaste campagne de dépollution est exorbitant. On parle de millions, voire de milliards de dollars. Rien que pour ce site, ici, on tourne dans les 300 millions de dollars juste pour décontaminer les sédiments.
Les échantillons sont ensuite minutieusement examinés en laboratoire. Bonjour, voici une livraison d'échantillons. Plus encore que la contamination environnementale, ce qui inquiète les autorités, ce sont les risques sur la santé. Car les études prouvent que les PCB sont nocifs pour l'être humain. Désormais, on sait que les PCB sont cancérigènes. Même des concentrations très basses de PCB dans l'eau peuvent finir par s'accumuler chez les poissons et atteindre des niveaux inquiétants. Donc oui, c'est en mangeant du poisson que l'homme s'expose le plus au PCB. Pendant 40 ans, Monsanto a vendu des PCB dans le monde entier. Si l'État de Washington gagne son procès, cela pourrait inciter d'autres États, d'autres pays à suivre son exemple, un précédent qui pourrait faire vaciller le géant de l'agrochimie. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Côte 24, en Lorraine, dans le nord-est de la France. Le cristal est une tradition depuis des siècles. Dans le village de Baccarat, le cristal est travaillé par les mains d'artisans passionnés, dont plusieurs sont meilleurs ouvriers de France. Dans la cristallerie, le four tourne jour et nuit à 1400 degrés. La matière en fusion est manipulée avec une étonnante dextérité. Des gestes précis sont nécessaires pour réaliser des pièces uniques qui ont fait la renommée du cristal français dans le monde. Reportage. Un tintement qui sonne comme une subtile promesse. Direction le village de Baccarat, en Meurthe-et-Moselle. Là, derrière les murs d'une manufacture centenaire, s'exerce un savoir-faire hors du commun, celui du cristal. À l'intérieur de la cristallerie, la chaleur est insoutenable. Le four ne s'éteint jamais, il brûle de jour comme de nuit, à 1400 degrés. La matière en fusion comporte plus d'un tiers de plomb, c'est ce qui différencie le cristal du verre. Dans la fournaise, pour façonner ce vase monumental, le geste est intuitif et précis. C'est très difficile parce que c'est des gestes bien précis à faire et le moindre on va dire, relâchement et on risque de louper la pièce. Pour René, meilleur ouvrier de France, chaque pièce est unique. À l'heure actuelle, je travaille sur une pièce qui fait 15 kg et demain, je peux très bien être amené à travailler sur une pièce qui fait 300 grammes. Donc les jets ne vont pas être les mêmes, donc là, on a plus de mal, mais tout est différent. C'est pour ça que c'est assez compliqué comme métier. Mais c'est fascinant en même temps. C'est fascinant et compliqué. Pour maintenir sa production, l'entreprise, qui réalise la moitié de son chiffre d'affaires à l'exportation, s'est diversifiée, faisant du cristal un objet de décoration. C'est un ballet dont la chorégraphie n'a pas changé depuis des siècles. D'abord le souffleur, qui donne forme au cristal. Un savoir-faire d'excellence qui dépend presque entièrement d'un travail collectif, finement orchestré. Une fois le cristal refroidi, il est repassé au four puis façonné délicatement. Le cristal est ensuite inséré dans un moule et agrémenté. Un pied de verre, une anse, tout est fait à l'instinct. Les verriers comptent avant tout sur leur intuition. Des gestes quotidiens, effectués des centaines de fois par jour. Après refroidissement et ponçage, l'atelier froid entre en scène. Loin des fours, le graveur donne au vase son aspect définitif. 36 ans que j'ai fait que de la taille. Vous pourriez par exemple un vase comme ça le tailler les yeux fermés? Ah, pas les yeux fermés, mais presque.
La technique est la même depuis 1764. Direction les archives de la manufacture. Dans ce registre, les premiers dessins tracés à main levée. Ils partaient de zéro, alors que nous, on a quand même ce comparatif. Bien sûr, notre charge actuellement, c'est d'évoluer, mais de tirer parti aussi de la quintessence de ces produits. Notre route se poursuit jusqu'à Saint-Louis-les-Bitches, en Moselle. La ville entière est une usine. Dans cette vallée, le travail du verre remonte à 1586. Cette histoire passionne Roger Lévy, 25 ans de maison. Il en a même fait un musée au cœur de la manufacture. Ça évoque 4 siècles d'histoire. 4 siècles où la petite histoire, parfois, rejoint la grande. 1500 heures de gravure, vous allez voir, quelque chose d'extraordinaire. 1500 heures de gravure à la petite roue. Roger nous emmène voir une commande exceptionnelle passée par un roi. Et je lui présente le globe terrestre. Formidable, c'est ce qu'il nous faut. Si vous voulez, d'accord, mais... Alors, est-ce que vous pouvez le livrer, monsieur Lévy, dans 3 semaines? Combien de temps? 1 an. 1500 heures de gravure. 1 an, j'ai dit tout. 1 an de travail pour une pièce unique. Difficile de résister à ces lueurs et à ces reflets, fruits du geste précis et de l'œil affûté de l'artisan. Le cristal raconte l'histoire de ces hommes qui le façonnent depuis des générations. Et c'est la fin de cette édition de Code 24. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. À la semaine prochaine.